Bonsoir à tous. Il est 18 heures à Paris et c'est un immense plaisir de démarrer cette rentrée euh, des webinaires de l'IACH, l'Académie internationale d'hématologie clinique, par un webinaire, un épisode dans le cadre de la série l'IACH pour les patients. Je m'appelle Mohamed Moti, je suis professeur d'hématologie, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à l'université Sorbonne à Paris. Et c'est un immense plaisir et honneur de modérer cette émission où mon invité s'appelle Monsieur William Kenneth Kassler. Vous allez voir, qui a accepté très gentiment et avec beaucoup de sympathie de partager son expérience de malade atteint de myélome multiple et dont le parcours a duré de nombreuses années et puis qui a fini par avoir il y a quelque temps des carticelles dont il est vraiment ravi. Et il va vraiment nous partager toute son expérience. Et puis, avec pas que les carticelles, mais aussi son vécu de malade, ses interactions avec la communauté des soignants, avec les médecins, sa vision, sa philosophie de la prise en charge. Donc, on est vraiment très ravis de vous avoir parmi nous, William. Et là, je vais vous Merci. laisser la parole pour vous présenter, parce que certains ne vous connaissent pas, et puis avec votre accent, vous allez susciter un peu la curiosité de tout le monde. Merci beaucoup, professeur Moti. Merci pour cette invitation. Bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi. Je suis ravi de partager mon expérience avec vous. Effectivement, j'ai un petit accent. Je suis parisien, mais cet accent n'est pas parisien. Il vient de la Californie où j'ai grandi et que j'ai quitté en 1971 pour m'installer à Paris avec mon épouse. C'est chercher toujours la femme. Et j'ai travaillé toute ma vie dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement de la gestion. Je ne suis pas professeur, mais j'ai été administrateur et j'ai fini ma carrière comme directeur de communication d'une grande école européenne qui s'appelle ESCP, avec des campus à Paris, Londres, Berlin, Madrid, Turin. Et c'est en fait mes quelques connaissances linguistiques qui m'ont permis à naviguer à travers ces différents pays. Comme professeur Moti a dit, ça fait un certain nombre d'années que je suis atteint d'un myélome. Le diagnostic remonte à 15 ans déjà, en octobre 2009. J'avais 61 ans. J'étais et je reste très sportif. Je pratique 2 heures d'activité physique par jour, tous les jours, vélo, yoga, marche à pied, et je joue à la paume. C'est un vieux sport, c'est le ancêtre de tennis. Alors, au moment de l'annonce de ma maladie, j'ai dit, c'est quand même étrange. Je suis en bonne condition physique, en bonne santé générale, et pourtant j'ai un cancer. Ma première réaction était de poser une question à mon hématologue, combien de temps il me reste à vivre? Et elle m'a répondu, sans détour, mauvaise question, monsieur. Les recherches en cours créent l'espoir de progrès significatif. Avec un peu de chance, vous allez en bénéficier. Et William, c'est c'est fantastique. et, et c'est vrai que j'ai énormément bénéficié. Oui. Bah, déjà, à peine au bout de 2 minutes, vous nous donnez ce message d'espoir fantastique parce que 61 ans, le diagnostic,
15 ans, bah, je fais juste un petit calcul, hein. Donc ça suggère que vous avez 75-76 ans aujourd'hui. Exact, exact. Donc déjà un message d'espoir énorme pour tous les participants et puis si tous les collègues, les malades, les familles qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous avez envie de faire un commentaire, une question, n'hésitez pas à utiliser le chat. Alors là, pour essayer un peu de structurer notre Oui. discussion, William, est-ce que peut-être vous pouvez expliquer votre entrée dans la maladie? Avant qu'on arrive au traitement, comment cette maladie, parce que c'est vrai que le myélome, par ailleurs, je tiens à souligner qu'on fait cette émission au mois de septembre, septembre rouge, c'est le Blood Cancer Awareness Month, Mhm, donc c'est le mois de prise de conscience en fait de ces cancers du sang dans le mhm. myélome. Et c'est vrai que le myélome est très méconnu. Oui. Encore aujourd'hui, malgré toutes les communications qu'on Mhm, fait, c'est quand même une maladie, déjà en mélange avec mélanome. mhm. Puis quand on va aller regarder Google et puis Internet, puis je ne sais quoi d'autre, on tombe sur des trucs un peu bizarroïdes. On trouve même maladie de Calère encore et tout. Comment vous êtes rentré dans le myélome? Comment subitement cette maladie vous est tombée dessus? Alors, moi, j'ai toujours joué au squash jusqu'à l'âge de 70 ans. Je ne joue plus, trop vieux. Mais à 58, 59, je jouais dans des équipes de squash. Pour cela, il faut une licence. Et donc, il faut aller voir son médecin généraliste. Donc, 57, 58 ans, je me plaignais de fatigue et puis regardais des analyses de sang. Ils disent, mais pourquoi vous êtes anémique comme ça? C'est pas normal. Est-ce que vous mangez bien? Euh, et puis, la deuxième année, 59 ans, même histoire. Troisième année, à 60 ans, il me dit, c'est pas normal. Ou il y a un saignement interne, ou il y a un problème quelque part, on va investiguer. Et j'ai été passé entre les mains de spécialistes pendant 9 mois, Neuf juste mois 9 mois d'analyse, voilà. Et le dernier a dit, non, moi, je pense que il faut aller voir un hématologue. Et on m'a envoyé à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et effectivement, première consultation, on a fait une prise de la moelle et le médecin a trouvé un myélome. Et ça, évidemment, on ne sait pas ce que c'est. On consulte docteur Google qui raconte beaucoup de bêtises et donc on s'inquiète. On prend un peu peur. Et c'est pour ça que je disais combien de temps est-ce que j'ai à vivre. Et tout ça, en fait, vient du fait que j'ai consulté mon généraliste qui n'était pas content avec mon état de santé. Mais quand j'ai su que j'avais un myélome, je n'ai pas, je ne me suis pas replié. Moi, je suis plutôt une personne qui se bat. C'est le squash, c'est le sport, depuis toujours une détermination. Et donc, j'ai décidé de vivre avec un cancer plutôt que de mourir d'un cancer. Et je crois que c'est une attitude importante à prendre. C'est une attitude un peu optimiste et positive. Je mets ça sur le compte de mes origines en Californie où je suis face à la mer et il n'y a rien que l'horizon. Et donc, on se projette. Et donc, j'ai décidé que la maladie n'allait pas m'empêcher de vivre et que j'allais faire face. J'allais surtout me renseigner. J'allais comprendre cette maladie, j'allais comprendre l'action, les mécanismes d'action des médicaments. Euh, Cela également pour m'impliquer dans les décisions. Je sais que les spécialistes prennent les décisions, mais je voulais faire partie de ce processus. Et je pense que toute cette phase de recherche et tentative de comprendre ce qui m'arrivait, ça m'a réduit l'inconnu et l'incertitude et j'ai renforcé ma résilience face à la maladie. C'est magnifique et je retiens vraiment votre philosophie qui, j'espère, va faire écho chez beaucoup de personnes, à savoir vivre avec le cancer au lieu
de subir et de Oui. mourir du cancer. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette philosophie vous réussit très très bien aujourd'hui. Alors, juste pour l'anecdote, on a Monsieur Pascal Pache qui vous fait la remarque et que je salue. Comment vous pouvez quitter la Californie? Mais bon, Paris, c'est quand même la ville lumière et on vit très bien aussi à Paris, j'imagine. C'est ça votre Abs- réponse. Absolument. Et quand je m'ennuie un peu de la Californie, je descends en Provence, où je retrouve des choses très similaires. Mais Alors, oui, après le diagnostic, oui, William, voilà. euh, quelle a été votre prise en charge? Parce que là aussi, j'en profite en fait de notre discussion pour positionner, parce que ce qu'on faisait il y a 15 ans n'est pas vraiment ce qu'on fait Oui, aujourd'hui. Donc, c'est pour un peu absolument. montrer les progrès Absolument. qu'il y a eu dans cette maladie. Absolument. Bah, je vais vous parler simplement de mes 5 lignes de traitement, euh, commençant par le début. En mars 2010, la maladie progressait et l'équipe médicale m'a proposé de commencer une première ligne en vue d'une greffe de la moelle osseuse. Donc, j'ai fait le standard, je ne vais pas entrer dans le détail, mais le traitement, la greffe a eu lieu en août 2010 et je n'ai pas eu de traitement de maintenance. À l'époque, on ne le faisait pas, 2010. Voilà un exemple de ce qui a changé. J'ai eu 3 ans de rémission. En décembre 2013, euh, j'ai commencé, la maladie progressé de nouveau, excusez-moi, et on a décidé une deuxième ligne. En avril 2014, c'était 12 cures de Revlimid, puis avec Dex, puis Revlimid tout seul pendant 14 mois. Donc, j'ai eu un peu plus de 2 ans de rémission. Je souligne simplement que en janvier-février 2014, j'ai pris mon vélo, j'ai organisé un groupe d'amis et j'ai descendu le Mekong de Chiang Rai, enfin le triangle d'or en Thaïlande. J'ai traversé le Laos, le Thaïlande et le Cambodge pour arriver à Phnom Penh. 2500 kilomètres à vélo. Mon hématologue s'inquiétait un tout petit peu. J'ai emmené mon Revlimid. Enfin, je n'avais pas de médicament. Si, j'ai emmené mon Revlimid à l'époque et elle était surprise. Alors, C'était, Revlimid, c'est le lénalidomide, hein, oui, pour les oui, noms de marque. d'accord, ben, excusez-moi. C'est pas Donc, grave, c'est pas grave. Le malade a tous les droits. d'accord. Donc, ce traitement a marché jusqu'en juillet 2016. Puis j'ai commencé à progresser de nouveau. Donc, début 2017, j'ai été admis dans un essai clinique. C'était ma 3e ligne de traitement et c'était un essai qui étudiait l'impact d'une combinaison de médicaments sur la maladie. Donc, c'est au début où on faisait des stratégies multimédicaments. Et c'était bon, c'était un immunomodulateur, c'était un corticostéroïde, c'était aussi un anticorps monoclonal, anti-CD38 et un inhibiteur de protéasome. Donc, vraiment, 3 médicaments qui, un peu aujourd'hui, je pense, sont devenus standards. Donc, en fait, pour récapituler un peu pour notre audience l'histoire, c'est que bah, vous aviez 61 ans, le traitement standard, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup changé, même si les combinaisons ont changé aujourd'hui, Oui, les drogues se sont modernisées, les médicaments. oui, Vous avez eu une induction par 3 médicaments, je oui, pense, en 2009. oui, Après, vous 10, avez eu oui, l'autogreffe oui, par le melphalan, le fameux oui, melphalan à forte dose, avec malheureusement la mucite, la diarrhée, l'aplasie, l'hospitalisation. oui, Et la subtilité, c'est qu'à l'époque, on ne donnait pas de lénalidomide en entretien oui. et vous avez fait ce que statistiquement on voyait, 3 ans de réponse et vous avez rechuté, mais quand même, vous avez réussi à faire les 2500 kilomètres Oui, de descente du Mékong, ce qui est quand même remarquable.
Remarquable. Après, bien sûr, la rechute, et là, vous avez bénéficié progressivement, notamment de l'arrivée des anticorps monoclonaux, Oui, notamment le daratumumab auquel vous faites exact, allusion. exact. Et bon, au bout de 21 mois, malheureusement, j'ai dû quitter l'essai clinique parce que la maladie progressait de nouveau. En fait, on a découvert qu'il progressait à mon retour une autre aventure à vélo, puisque j'ai parcouru le chemin de Saint-Jacques, partie française à vélo, toujours. Donc, cette rechute a nécessité une quatrième ligne immédiate dès septembre 2018 et c'était une deuxième greffe de la moelle. Donc, 8 ans après la première greffe. Alors, si je peux me permettre Oui. ici, William, parce que je pense que c'est une question importante que vous évoquez, l'histoire de la deuxième greffe, parce que souvent, les malades, bon, d'abord, ils n'aiment pas la deuxième greffe, parce que quand on a connu la première greffe et ses effets secondaires, on n'est pas très enthousiaste à l'idée d'une deuxième autogreffe. Néanmoins, il faut savoir, parce qu'il y a vraiment énormément de malades qui nous regardent aujourd'hui, que dans certains cas particuliers, et ça a été le cas de William à l'époque, quand on a bien répondu à une autogreffe, et par exemple 3 ans, c'est considéré comme plutôt une bonne durée de réponse, et quand on a un greffon disponible, un reliquat de greffe, Mhm. il est parfois légitime de proposer cette deuxième autogreffe, et c'est fait au cas par cas. Mhm. Donc vraiment, c'est un parcours assez typique, mais il a la particularité, William, d'avoir en fait bénéficié de tous les trucs un peu qu'on sait faire, en gros. Okay. Et je vais souligner ça. Je suis resté 26 jours à l'hôpital pour la première greffe, 16 jours pour la deuxième. Et Remarquable. les effets secondaires pour moi étaient beaucoup moins lourds. J'ai une explication, c'est que avec l'expérience du premier greffe, je savais à quoi m'attendre. J'ai régulé mon angoisse, mon inquiétude, et j'ai su faire face plus dans le confort, si je peux dire, à ce nouveau défi. Je crois que c'est très important. Cette expérience m'a familiarisé avec le traitement et ça m'a bien aidé d'ailleurs pour le CAR-T dont on va parler dans quelques instants. Mais donc, Donc, si je comprends bien, William, dans ce que vous dites, et ça c'est, je crois, un message important pour le malade, quand on a subi une mauvaise expérience d'un traitement, au lieu d'avoir peur du traitement à venir, on profite de l'enseignement pour se préparer voilà, au nouveau challenge. absolument. L'expérience, c'est comme l'information. Plus on emmagasine, plus on est à l'aise, en fait, pour affronter ce qui arrive. Calmement. Enfin, il y a d'autres choses que je vais évoquer plus tard, mais juste dire que cette quatrième ligne a duré 3 ans encore. Première greffe, 3 ans, deuxième greffe, 3 ans. Remarquable. Mais début décembre 2021, ben, les choses se sont vraiment compliquées et je me suis retrouvé à l'hôpital en soins intensifs avec une pneumonie aiguë et une septicémie. Et j'étais devenu réfractaire à pomalidomide à ce moment-là et le myélome progressait. Donc, en janvier 2002, à la sortie de l'hôpital, mon hématologue m'a proposé la thérapie CAR T-cell, cinquième ligne. Alors, la thérapie venait d'être autorisée pour utilisation commerciale depuis peu de mois en accès précoce et il y avait très peu de places disponibles à l'époque. Moi, j'avais lu beaucoup sur le CAR T-cell et les résultats en essais cliniques et je savais que c'était vraiment un traitement qui pouvait avoir des résultats pour des patients lourdement traités comme moi. Et donc, je l'ai abordé avec non seulement optimisme, mais je dirais joie. J'ai immédiatement accepté la proposition. Et quel âge vous aviez là en 2021? Ben, j'avais 74 ans.
Bah voilà, parce que vous voyez, on a une question de Monsieur Jean Moreau qui dit est-ce qu'il y a une limite d'âge Voilà. ou d'état général pour bénéficier de Carticel? Alors, Et la réponse courte, pas vraiment, puisque vous voyez, à voilà. 74 ans ou au-delà de 70 ans, on peut en Voilà. bénéficier. Alors, j'en profite de faire une petite parenthèse, William, pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde a lu plein de trucs sur les carticelles. Le principe des carticelles, c'est de prendre des lymphocytes du malade, donc les propres lymphocytes du malade, Mhm, c'est notre propre corps, de les éduquer, mhm, de les modifier en laboratoire de manière génétique. Alors, ce n'est pas mhm, l'hérédité, hein, c'est juste, mhm, on trafique en quelque sorte les cellules pour les rendre armés, comme si on prenait un soldat, on l'entraîne et on lui donne des armes mhm, de pointe, des armes très ciblées, et on va réinjecter ça au malade. Et là, les carticelles vont reconnaître les cellules du myélome et les détruire. C'est en fait mhm, un soldat hyper équipé, mhm. très très fort, qui va le faire. Mais enfin, William va nous raconter comment ça s'est passé chez lui. Bah, justement, moi, j'ai identifié 6 étapes. Et c'est ces 6 étapes que j'aimerais décrire très rapidement en dialogue avec vous. Et il faut savoir qu'en janvier 2022, il y avait 10 places par mois pour toute la France. Donc, c'était vraiment une chance d'avoir été sélectionné. L'accès au traitement, c'est vraiment la première étape. Accès et sélection. Et j'ai interrogé l'équipe médicale, pourquoi moi? Et je crois que j'ai identifié 4 critères. Alors oui, William, juste une remarque ici, parce que effectivement, vous avez raison. En 2021, au début de l'accès précoce, on était limité Oui, avec de nombre de slots oui, bien déterminés, 10 et enfin 11 exactement par mois. Aujourd'hui, et je voudrais rassurer, oui, pourquoi je dis ça, oui, je rassure tout le monde que aujourd'hui, on n'a pas cette limitation. oui, Quand un malade il a besoin d'un carticelle, en principe, on peut le lui proposer. Il peut oui, avoir des contre-indications, mais oui, on peut le proposer. oui, Et il ne faut pas hésiter, si absolument. les malades qui nous regardent sont dans cette situation, à interroger leur médecin, même si le Oui, centre qui vous soigne ne fait pas les carticelles, mais il peut y avoir un centre à mhm, côté, un centre référent qui en mhm, fait. Donc il faut exiger, ça, solliciter, en tout cas poser la question, est-ce oui, que je peux avoir des carticelles? Parce qu'aujourd'hui, cette limitation dont parle William, on ne l'a plus. oui. C'est très important, effectivement. Euh, Mon myélome progressé, ça c'est un critère de choix. Et donc j'avais besoin d'un traitement, un nouveau traitement. Donc je suis en 5e ligne. J'avais prouvé la possibilité de répondre à mes traitements précédents. J'avais bien répondu, des rémissions de 3 ans, 2 ans, 3 ans. C'était plutôt positif, plutôt longue. J'étais en bon état de santé générale, euh, pas de comorbidité importante, une bonne condition physique due à tout l'exercice que je fais. Et l'âge n'entrait pas en ligne de compte, c'est vrai. Et puis, je crois qu'on regarde également un bénéfice maximal attendu de maîtrise, stabilisation de la maladie, donc un impact significatif sur la qualité de vie du malade, pas uniquement la maladie, mais la qualité de vie du malade. Je pense que ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, mois de janvier, euh, j'accepte la proposition. Mi-février, je suis inscrit. C'est uniquement, je dois dire que j'avais un carton rouge quand même, et ça m'a beaucoup inquiété. J'avais une diminution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, probablement liée à mes traitements précédents. Donc ça, c'est Alors, toujours un facteur d'angoisse. je traduis ça en termes simples, l'histoire de la Oui, fraction d'éjection. En gros, le cœur de William
bah, n'était plus le cœur de quelqu'un de 25 ans. Ah, Malgré, parce qu'avec l'âge, bah, le cœur, il se fatigue et puis il a perdu quelques chevaux de puissance, on va dire, comme une voiture, comme le moteur d'une voiture. voilà. Deuxième étape de ce traitement, c'est un traitement intermédiaire. Parce qu'il faut, le CAR-T n'est pas un médicament classique disponible en pharmacie. Comme vous avez dit, il faut le fabriquer. Et le temps de fabrication est relativement long. Donc, il faut stabiliser le patient en attendant, et on parle de bridging therapy. Pensez bridge en soins dentaires, un bridge. Donc, voilà, on accompagne le patient avec un traitement. Et si la maladie est en progression rapide, ben, il faut le frapper fort. Moi, j'ai eu de la chance. Mon myélome progressait, mais plutôt lentement. Et de ce fait, je n'ai pas eu besoin d'un traitement intermédiaire. Troisième étape, vous avez évoqué, c'est la collecte des lymphocytes. Donc, c'est le cas Ferrez. Peut-être que les auditeurs ont entendu parler de cela, mais c'est un peu comme la collecte des cellules souches pour une greffe de la moelle. Sauf que moi, j'avais passé pour la moelle, j'avais passé 5 heures par jour pendant 5 jours pour avoir assez de cellules souches. Pour le CAR-T, j'ai passé 4-5 heures sur la machine, une journée, c'était terminé, il y avait assez de CAR-T. Mais Alors justement, ça me oui, permet, William, de préciser pour notre auditoire, c'est qu'effectivement, pour collecter les cellules souches pour une autogreffe, on est obligé de donner des cytokines, notamment du GCSF, et parfois, on donne même une chimiothérapie de mhm, mobilisation. mhm, Et effectivement, bah, ça dure en général 1 ou 2 jours en moyenne. mhm, Pour collecter les lymphocytes pour les CAR-T-cells, il n'y a pas de mobilisation. On peut les avoir spontanément. mhm. Mais par contre, il faut respecter avant la collecte un peu de temps libre, une petite semaine sans traitement, Oui, notamment pas de cortisone, pas de dexaméthasone, mhm, qui peut tuer les lymphocytes et donc leur mhm, nombre diminue. Il faut quand même qu'on ait un minimum pour oui, pouvoir les collecter. Et comme le dit William, bon, voilà, on est assis sur la machine, dans le fauteuil, le lit. Bon, ça dure 3 4 heures et le job est fait, comme on dit. voilà, c'est ça. Alors, il y a un petit souci du point de vue malade, peut-être aussi du point de vue des médecins, à savoir que la qualité des CAR T-cells, euh, pas des CAR T, la qualité des cellules T, des lymphocytes, peut être problématique. Si on a été traité lourdement plusieurs lignes, on peut connaître ce qu'on appelle l'épuisement cellulaire. Donc, je m'inquiétais un tout petit peu. Je pense que la plupart des malades s'inquiètent. Moi, la bonne nouvelle que je vois, c'est que euh, quand on voit des autorisations d'utilisation, on avance les CAR-T dans les lignes de traitement. Je pense que pour le CAR-T que j'ai eu à Beckma, on peut l'avoir en troisième ligne. Et pour Carvykti, c'est même en deuxième ligne. Et j'ai même entendu parler d'essais cliniques en première ligne qui donnent de très bons résultats. Donc, je crois que c'est important que nous, les malades, nous gardons l'espoir que ce traitement va devenir de plus en plus disponible et peut-être plus tôt dans le traitement. Maintenant, je peux Absolument. entrer dans le Non, vif du sujet. ce que vous dites, William, là aussi, c'est très important. Et puis, il faut que les malades comprennent cette dynamique des choses. Les carticelles, comme tous les médicaments nouveaux, sont développés d'abord dans les situations les plus avancées, les situations un peu désespérées, en quelque sorte, où on n'a Mhm, plus de choix. Et une fois qu'on a prouvé l'efficacité et la sécurité de l'emploi dans ces situations un peu extrêmes, et on est content, on est satisfait, ben, on remonte un peu les lignes et c'est comme ça que maintenant, au lieu de proposer des carticelles en cinquième, sixième mhm, ligne très avancée, on va pouvoir les proposer
à des lignes plus précoces. Bien évidemment, tout ça, c'est des processus d'approbation, de Oui. remboursement, mais c'est quand même important et c'est un message très positif, un message Mhm. d'espoir. Alors, ce que je souhaite dire, c'est que pour la quatrième étape, l'hospitalisation, ça se passe pour moi mi-mai. Donc, vous voyez, on a discuté avec le médecin mi-janvier, début janvier. Là, on est mi-mai. 4 mois, on comprend mieux si le myélome avance, progresse rapidement, la nécessité d'un traitement intermédiaire. Et j'appelle l'hospitalisation, c'est en fait le moment où on va réinjecter des lymphocytes modifiés en usine. À l'époque, c'était envoyé aux États-Unis. Je crois que c'est encore le cas, mais il y a des usines qui vont arriver en ligne en Europe l'année prochaine. Donc, ça devrait faciliter aussi l'accès. Euh, Premier jour de l'hospitalisation dédié à des consultations et des examens divers. J'ai eu droit à un TEP scan, j'ai des consultations avec le cardiologue, le neurologue et bien sûr le hématologue en charge. Deuxième jour commence la lymphodéplétion. Il s'agit de préparer l'organisme pour la réinjection des cellules. C'est une procédure réalisée sur 3 jours. En fait, c'est une chimio. C'est une chimio qui crée de l'espace pour les cellules génétiquement modifiées parce que les deux types de cellules, les cellules normales et les cellules génétiquement modifiées, ne peuvent pas cohabiter. Donc, il faut créer de l'espace et après, on a 2 jours pour se reposer avant le jour 6, c'est le jour de la réinjection des cellules modifiées. Et si vous avez fait une greffe de la moelle, vous savez qu'il y a des petites poches qui arrivent dans la chambre stérile et qu'en moins d'une heure, le processus est terminé. C'est une réinjection simple de ces cellules. C'est la cinquième étape où les jouissances commencent, j'ose dire, parce que c'est l'étape des effets secondaires. Ce n'est pas très agréable, mais ce n'est pas pire qu'une greffe de la moelle. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires, mais je dirais il y a peut-être 3 ou 4 qui sont vraiment majeurs, qui vaut la peine de souligner, et vous allez m'aider, professeur. Euh, il y a le syndrome de relargage des cytokines. Pour moi, c'était une forte fièvre, la traversée d'une mauvaise grippe, on va dire. Alors Ça, effectivement, si je peux oui, intervenir, donc il y a cette chimiothérapie qu'on appelle de lymphodéplétion et William l'explique merveilleusement bien. Il fait mon job, je n'ai pas besoin d'intervenir pour faire de la place, pour permettre aux lymphocytes CAR de proliférer parce que c'est un médicament vivant. Donc ces lymphocytes qu'on a fait en laboratoire vont aussi se reproduire spontanément à l'intérieur du corps du malade. Et en réalité, quand la prolifération, la reproduction des CAR est très violente, il y a cette réaction immunologique qu'on appelle le CRS, le syndrome de relargage cytokinique. Le syndrome de relargage cytokinique, c'est en gros, c'est soudainement, vous voyez, vous avez un petit feu, vous versez de l'essence dessus, bah, paf, ça s'allume. Et en fait, ça se manifeste c'est comment? ça. Bah, par la grosse fièvre, la fatigue. Mhm, Alors, on peut avoir des difficultés à respirer. Et c'est là où il a souligné, William, qu'il faut quand même, parmi les critères, avoir un bon cœur quand même qui mhm, marche bien, avoir des bons poumons, avoir pas d'insuffisance rénale. Donc, vous voyez, il y a quelques oui, petits critères. Il faut quand même que la machine, en quelque sorte, entre guillemets, soit plutôt en forme pour oui, supporter ça, oui, sachant que il faut reconnaître, et même si William a eu la désagréable surprise d'avoir ce CRS, ce n'est pas du tout fréquent. mhm, Le CRS sévère n'est pas fréquent dans le myélome. oui, Quand on fait des carticelles dans d'autres maladies comme la leucémie aiguë, mhm, le CRS peut être sévère et fréquemment. Dans le myélome, c'est pas très. On mhm, peut avoir des CRS, mais ils ne sont pas fréquents. oui, Ils ne sont pas oui, sévères, en fait. oui. Mhm. Il y a une deuxième
un deuxième effet secondaire qu'il faut souligner, c'est les fameux ICANS. Je vous laisse expliquer ça, si vous voulez. Mais, Alors, oui, l'explication, elle est très simple. Le ICANS, c'est un sigle, c'est ce qu'on appelle la neurotoxicité. C'est-à-dire, c'est une toxicité neurologique dont on ne connaît pas vraiment le mécanisme. Alors, elle est souvent corrélée avec ce fameux CRS, c'est-à-dire une réaction immunologique un peu violente. Et en gros, et ça c'est important à savoir, va se manifester par des anomalies un peu bizarroïdes, notamment par exemple des difficultés à écrire. Oui. Et c'est pour ça que les malades hospitalisés pour carticelle, avant qu'on injecte les carticelles, on va leur demander, on fait des tests, on leur demande, bah, écoutez, choisissez une phrase à écrire, je ne sais pas, je déteste les grenouilles, des choses un peu compliquées à écrire ou à dessiner, ou, etc. Et puis comme ça, on voit tous les jours si le malade, il a du mal. C'est ce qu'on appelle Oui, la dysgraphie, la oui, difficulté à écrire. Vous voyez, un oui. peu écrire comme les enfants, un peu ça monte, ça descend. Et ça, c'est un petit signe de toxicité neurologique. Oui, parce que en fait, cette toxicité se manifeste par confusion, désorientation, manque de concentration, même des tremblements et des problèmes de langage. Moi, j'avais emmené un carnet à l'hôpital avec moi parce que je suis curieux. Je voulais documenter mon expérience de CAR-T. Et quand je suis rentré chez moi, j'ouvre mon carnet et les 3 jours qui ont suivi la réinjection des CAR-T, rien. Je n'ai rien écrit, je ne pouvais rien écrire. Et ça dure quelques jours, ça dure peut-être même plus longtemps encore. Pour moi, une semaine, et puis c'était à peu près terminé. Sauf que j'avais imaginé que les médecins m'avaient donné l'autorisation de me promener dans le couloir du service pour un peu d'exercice, parce que j'avais besoin de bouger. Eh ben, c'était simplement dans mon imaginaire. J'avais rêvé ça. Et il y avait une gentille infirmière qui m'a ramené à ma chambre. Euh, Alors, une précision encore. Alors, effectivement, William, il a eu cette neurotoxicité qui a été un peu passagère de 3 jours. oui, Mais encore une fois, et c'est vraiment pour être positif, cette neurotoxicité, elle est très rare en fait avec les carticelles du myélome. Donc, il était vraiment dans le petit groupe de 5% de malades qui développent ça, mais il le décrit très très bien, hein, comme dans les livres, avec en plus humour et bonne humeur. Euh, et donc, c'est plutôt rare en fait, c'est bon, plutôt rare. bon, ça va. Alors peut-être que le troisième type de toxicité va être plus courant, vous allez me le dire, mais c'est des toxicités hématologiques. Absolument, 30% des cas. Voilà. Donc j'ai eu une baisse des plaquettes, thrombopénie, je crois qu'on appelle ça. Il faut un minimum de 150 000 par microlitre. Moi, je suis tombé à 12 000. C'était donc des risques de saignement externe et interne. Et j'ai reçu 3 transfusions de plaquettes. Aussi l'anémie des hémoglobines, j'étais tombé à 7,6 grammes au décilitre, donc une anémie sévère. Également 3 transfusions et j'avais un régime de EPO pendant 5-6 mois après. Et EPO, c'est l'érythropoïétine hein, pour les oui, intimes. oui. Et puis le neutropénie, troisième type de toxicité hématologique, certains globules blancs étaient très très bas et bah, notamment les polynucléaires neutrophiles qui jouent un rôle important dans le système immunitaire. Les leucocytes aussi sont restés très bas encore aujourd'hui, 2 ans après, ce qui fait que je suis particulièrement vulnérable aux infections. Je vous donne quelques exemples. Après ma sortie en juin 2022, 6 semaines après, j'ai attrapé un COVID. Jamais une bonne chose après un CAR-T. Et j'ai fini à l'hôpital 2 semaines en soins intensifs. 6 mois après cette thérapie, j'ai eu un simple rhinovirus et de l'asthme aigu, encore 6 jours en soins continus à l'hôpital. Simple rhinovirus.
Et lors d'un voyage récent à Bali, février dernier, j'ai été hospitalisé une semaine pour la fièvre dingue. J'étais arrivé en saison. Alors, ces incidents peuvent arriver à tout le monde, mais pour un malade de myélome en hypogammaglobulinémie sévère après une thérapie CAR-T, les conséquences peuvent être très graves. Donc, il faut vraiment souligner, à mon point de vue, le risque d'infection opportuniste due à des germes habituellement peu agressifs, mais susceptibles de provoquer de graves complications pour nous. Alors, on va peut-être expliquer cette histoire de déficit immunitaire après les carticelles. Alors déjà, le myélome en lui-même est une maladie où il y a un déficit immunitaire, c'est-à-dire le malade qui a un myélome va s'infecter plus fréquemment, et je crois tout le monde malheureusement le sait ou a eu la mauvaise expérience de cette grippe qui n'en finit pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans son histoire, le malade qui a un myélome reçoit beaucoup de traitements par dexaméthasone, la cortisone à forte dose. Et ça, c'est très immunosuppresseur, ça fait baisser l'immunité. Les anticorps monoclonaux comme le daratumumab, l'isatuximab, tous ces médicaments font baisser aussi l'immunité. Et puis, très important, les carticelles, il cible une molécule qu'on appelle un récepteur qui s'appelle le BCMA, B-Cell Maturation Antigen. C'est vraiment la molécule, la cible contre laquelle le soldat, le lymphocyte armé, va tirer pour faire exploser le lymphocyte, le plasmocyte malin. Sauf que cette molécule, elle est aussi exprimée sur des cellules normales qui sécrètent les immunoglobulines, qui sont un peu nos défenses immunitaires. Ce sont un peu les obus de défense de notre armée du système immunitaire. Et donc forcément, on en a moins, on en manque. C'est pour cela qu'on est vulnérable à certaines infections. Et encore une fois, bah, malheureusement, William, je ne connaissais pas tous les détails de son histoire, bah, accumulé un peu entre le Covid, la dengue et tout le reste. Il les a accumulés et c'est typiquement le déficit immunitaire. Mais il y a un moyen de prévenir cela, c'est on donne des supplémentations de gamma-globulines si besoin. Oui, le IVIG, je crois. Voilà. Absolument. Pour les intimes, le jargon, les IVIG, c'est les immunoglobulines intraveineuses. Voilà. La dernière étape, c'est la plus joyeuse, c'est le retour à la maison. Et je dirais même retour à la vie normale. Donc, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ça. J'ai quitté l'hôpital après 16 jours, plus ou moins la même durée qu'une greffe de la moelle, mais j'étais très fatigué. Pas du tout en mesure de reprendre ma routine d'activité physique et c'est très frustrant. On met longtemps à se remettre de l'aplasie, mais il faut rester confiant. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut rester patient, simplement. Après la sortie, j'avais des consultations hebdomadaires avec l'hématologue pendant 6 semaines environ. Puis tous les mois, pendant encore 6 mois. Et après 2 ans maintenant, je vois l'hématologue tous les trimestres seulement, tous les 3 mois. Il y a des prises de sang, il y a des examens divers, il y a aussi des consultations radiologie, cardiologie, neurologie, mais tout ça, c'est des visites. Il faut continuer à retourner à l'hôpital. On est suivi. Moi, tout de suite après ma sortie, comme j'avais des difficultés, je prenais beaucoup de médicaments. Et ça m'énervait parce que dans mon esprit, et c'est vrai, le CAR-T devait mettre fin aux médicaments. Il le fait. Pas tout de suite. Il faut déjà revenir un peu à un état normal, mais on ne prend aucun médicament spécifique pour le myélome. Dès le CAR-T, c'est terminé. Ça doit être incroyable pour vous, après 15 ans où vous accumuliez les traitements les uns après les autres, vous aviez une sorte de laisse permanente, et là, paf, sans médicaments. Rien.
Et en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, 2 ans après, j'ai 2 antibiotiques. Heureusement, le dermatologue m'a supprimé une antibiotique récemment, la amoxicilline. Je le prenais, souvent le médecin généraliste ne dépassait pas les 8 jours. Moi, je le prenais depuis 10 ans, 12 ans même, l'amoxicilline. Et j'étais ravi, c'est juste psychologique, ravi qu'elle ait arrêté ça. Je prends Bactrim et Valacyclovir, et puis je prends Ramipril pour le cœur et quelque chose pour l'asthme. Mais ce ne sont pas les médicaments de mon point de vue, ça ne me gêne pas. Ne pas avoir de traitement spécifique pour le myélome, c'est une bonheur absolue. Je dois souligner que la réponse au traitement n'est pas immédiate. Il faut attendre. Là, c'est là où il faut vraiment savoir se maîtriser. Pas paniquer, pas vouloir courir, aller plus vite que la musique. Il faut être patient. Ma réponse était timide au début. Mais après 4 ou 5 mois, j'avais une réponse complète. C'est positif. Et puis, 1 an après, l'immunofixation négative est intervenue. Ça, c'était pour moi un jour de joie parce que ça voulait dire que ce quartier, il fonctionnait vraiment bien. Tout, ça dure encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est positif. Mi-septembre, alors je vais vous raconter comment j'ai abordé cette période de reprise. Mi-septembre 2022, c'est quoi? 3 mois après le CAR-T. Avec ma femme, nous sommes partis en voyage. 2 semaines dans les Pouilles, le sud de l'Italie. Pris l'avion, j'ai loué une voiture que j'ai conduite, des hôtels, restaurants, aucun problème. Tout s'est passé comme si j'étais en excellente santé. Le mois suivant, j'ai passé une semaine à Rome. Et au mois de février 2023, j'ai passé, avec ma femme toujours, 1 mois au Laos et à Bangkok, un retour à ma vie d'avant tout traitement. Je voyageais, je faisais ce que je voulais. Et cette année, janvier 2024 et février, pour échapper à l'hiver en Europe, je viens de la Californie, j'aime pas le froid et l'humidité, j'ai passé 2 mois à Bali et en Papouasie indonésienne, où j'ai plongé avec masque, tuba et palme dans des eaux tropicales agréables. Dans 10 jours, je pars compléter un projet que j'ai commencé à l'été 2021, donc avant le CAR-T. Je parcours le chemin de pèlerinage médiéval anglais qui va de Canterbury à Rome. Je ne le fais pas à pied, je le fais à vélo. Donc, j'ai fait Canterbury-Lausanne en 2021 et là, je vais faire Lausanne-Rome à vélo, 1100 km en 22 jours. C'est pour vous dire que je suis de retour en excellente santé et bonnes conditions physiques. J'ai un vélo électrique, un vélo parce qu'il faut que je passe le col du Grand Saint-Bernard à 2500 mètres, mais avec un vélo électrique, ça m'aide beaucoup. Je dois dire que depuis mon myélome, j'ai parcouru des milliers de kilomètres en Europe et en Asie du Sud-Est à vélo. Je ne me suis rien refusé. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment l'intention de vivre ma vie pleinement, ne pas renoncer face à une maladie grave. C'est extraordinaire quand même. Je peux vous raconter un tout petit peu ma philosophie de vie. Ah oui, s'il vous plaît. Évidemment, le voyage. Pour moi, j'aime explorer, j'aime découvrir, j'aime apprendre de mes expériences. Et le voyage me permet de rester curieux, ouvert à ce qui se passe chaque instant. Et j'aime aussi l'activité physique, le sport en général, donc mes différentes activités. Et ça me donne une certaine détermination. Mais je pratique la méditation pour mon équilibre mental et émotionnel.
elle me donne des moyens de vivre avec la maladie et faire face à tous les obstacles qu'on rencontre, mais avec calme et confiance. C'est très important de prendre du temps pour soi, créer le vide et juste être là dans l'instant. Mais je prends un exemple quotidien sur un groupe de peintres traditionnalistes à Bali dans les années 1930. J'adore leur peinture. Ce groupe s'est formé pour défendre les valeurs de leur activité artistique menacée par le déclin. Et ils se sont donné le nom Pitamaha. Ça veut dire grande vitalité, forte détermination. Et moi, j'ai ajouté mon troisième principe, c'est résilience sans faille. Grande vitalité, forte détermination, résilience sans faille. Voilà mes guides sur la route de la maladie, mais en général, dans la vie. Je sais que le CAR T-cells n'est pas encore une guérison définitive. Il est probable que je rechute un jour, mais cette éventualité ne doit pas m'empêcher de vivre ma vie aujourd'hui. Et tout ce qui compte, c'est aujourd'hui. Donc, je profite à plat. C'est incroyable ce que vous nous racontez. Vous inspirez la joie, l'enthousiasme, la passion de la vie. Quelle richesse! Vous avez transformé en fait votre parcours de maladie en un véritable chapitre de vie, de vitalité. Je pense que si on le prend à bras le corps, si l'expression est exacte, on se transforme soi-même. On découvre des capacités en soi-même. Il faut s'ouvrir et explorer. Mais moi, j'ai quelques astuces pour bien vivre. Je ne vais pas les développer, mais je vous les dire. Je m'informe régulièrement sur le progrès de la médecine. Je veux savoir ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, quelles sont les innovations, parce qu'un jour, je vais en avoir peut-être besoin. Très important, je resserre mes liens avec mon entourage, ma famille, mes amis. On ne traverse pas ces épreuves en solitaire. On s'entoure. On ne les embête pas. On n'est pas dépendant, mais on, on a besoin de leur amour, de leur chaleur. Il faut vraiment ne pas s'isoler, sombrer dans un isolement négatif. Moi, j'ai réduisé les exigences à l'égard de moi-même. J'ai eu un métier très stressant. Directeur de la communication, je veux dire, vous êtes le cible de tout le monde. C'est très stressant. Donc, il faut baisser le niveau de stress. Il y a des techniques pour le faire. Le stress, c'est mauvais pour la qualité de vie, mais il peut y avoir des impacts négatifs sur les traitements. Donc, il faut se débarrasser de ces stress. Je mets un accent, un focus sur la positivité. Ça, c'est vraiment... On peut tourner une situation négative en positif, comme vous l'avez dit. Je ne développe pas, mais c'est possible. Je pratique tous les jours une activité physique. De temps en temps, je suis obligé de me reposer un jour. Par exemple, depuis 10 jours, j'ai fait à peu près 350 km à vélo en 5 ou 6 sorties, en préparation pour mon voyage prochainement. Il fallait que je prenne une journée de repos, ne rien faire, sauf un peu de yoga yin qui n'est pas très exigeant. Je pratique la méditation, je l'avais dit. C'est très important de oser ouvrir les horizons. Il faut voyager, il faut, même dans son propre pays, ou aller au cinéma, aller au théâtre, s'ouvrir, avoir les horizons plus larges. Moi, j'ai toujours un projet parce que ça me projette vers un horizon positif. Ça, c'est le 8e, avoir des projets, parce que vous êtes dans l'instant, vous le préparez, mais vous avez quelque chose de belle, vraiment de magnifique à vivre. Et donc, ça enthousiasme. On met de côté des ennuis, des obstacles quotidiens.
Moi, je crois au neuvième astuce, c'est faites-vous plaisir. N'hésitez pas à aller au restaurant, aller avec des amis, aller au cinéma, lire un bon livre. Moi, j'aime bien même m'asseoir sur mon canapé avec un bon livre quelques heures, mais je me fais plaisir. Et puis, ma dixième euh, astuce, c'est je vis pleinement chaque jour. Je veux des expériences qui embellissent ma journée. Et c'est un peu le complément de faites-vous plaisir. Mais c'est parfois difficile parce que on passe trop de temps à l'hôpital, on a une longue distance à faire pour arriver pour une consultation qui ne dure pas longtemps. On a déjà dit, il y a des médicaments inconfortables, voire désagréables. Il y a des examens. Mais si on a le droit d'être frustré, on a le droit d'avoir des mécontentements, mais moi, je pense toujours à des jours meilleurs. Ça va, l'horizon s'éclaircit et j'ai mes projets d'avenir. Voilà, en quelque sorte, c'est les chiens aboient, la caravane passe. Ce serait ma conclusion, si vous voulez. William, moi je suis bouche bée, hein, je ne sais pas quoi dire. Vous inspirez plein de belles choses, euh, beaucoup de vitalité. On n'a pas l'impression de parler à un malade qui a une histoire de myélome depuis 15 ans. Je suis sûr que tous les autres malades aimeraient vous avoir comme coach, en fait, pour leur insuffler, je dirais, tout ce que vous venez de nous raconter. Euh, Tout le monde peut le faire. C'est à la Absolument. portée de tout le monde. C'est vraiment, je ne vais pas pouvoir lire tous les témoignages, les remerciements qu'on reçoit, euh, mais c'est un formidable témoignage que vous avez apporté. Euh, Merci. on vous dit chapeau, hein, respect. Euh, et J'espère être là dans 15 ans pour la suite. absolument, justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que nous, à l'IACH, à l'Académie, on est très, très fiers, justement, de pouvoir apporter et aider sur les progrès, euh, développer, informer les malades et leurs familles sur ce qui se passe dans un langage accessible et simple. Et puis, bien évidemment, on a notre mission d'éducation médicale vis-à-vis des médecins, des professionnels de santé, des infirmiers, parce qu'aujourd'hui, avec toute la technologie numérique, avec l'informatique, on peut justement, comme ça, alors bien évidemment, c'est toujours bien de se rencontrer, mais on ne peut pas se rencontrer toutes les heures et tous les jours. Et donc, effectivement, c'est notre philosophie à l'Académie depuis l'année 2018. Et euh, la liste est très très longue, William, de ceux qui vous remercient. Martine, Laurent Gillot, notre président de la F3M, que je salue, Joël, Maria, Louis, Abdelaziz, Pascal, Stéphanie. Et la liste est vraiment vraiment très très longue. Réjeanne. euh, alors, j'ai essayé, pendant que William faisait son témoignage, de répondre parfois à quelques questions de manière rapide par écrit. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Vraiment, le flot des questions est énorme, sinon je passerai toute la séance à tapoter. Mais en tout cas, je vous invite à rester fidèle aux activités de l'Académie et définitivement, nous allons avoir d'autres émissions, hein. Vous savez, on a lancé cette initiative pour les malades depuis le mois de mars 2024 et on a des émissions à la fois en anglais, à la fois en français en fonction des circonstances et puis des malades qui acceptent de se prêter au jeu. Alors, d'ailleurs, si cela vous intéresse, notre prochain IACH pour les malades, c'est au mois d'octobre. Ça va être annoncé bientôt. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est un malade qui a une culture scientifique, qui travaille, enfin, je ne veux pas dévoiler, mais qui, à lui, a une maladie bénigne, une maladie du sang bénigne, mais chronique. C'est-à-dire, on vit avec toute sa vie, avec plein de précautions, de complications.
et c'est aussi une autre perspective. Et puis, si vous êtes intéressé, et tous les malades, leurs familles sont invités, nous avons le congrès de l'IACH qui a lieu à l'hôtel Pullman-Suffren à Paris à partir dans 2 semaines, c'est-à-dire ça tombe exactement les 19, 20 et 21 septembre. Et si vous avez la possibilité d'y assister pour voir un peu les derniers progrès dans tous les domaines, alors ce n'est pas spécifique au myélome, bien évidemment, pour les malades, les familles, les inscriptions sont toujours gratuites et vous êtes tous les bienvenus. Voilà, encore une fois, comme tout l'auditoire, et la liste est vraiment très très longue, je remercie chaleureusement et infiniment William pour son témoignage formidable, pour la sincérité, pour avoir accepté de partager ce parcours de vie, ce bout de vie, même si vous êtes remonté jusqu'à votre naissance en Californie, hein, mais on est très fiers de vous avoir parmi nous. Merci. Merci Ici en beaucoup pour. France, William, vous êtes chez vous. Et on admire, on apprécie très, très votre bel accent. Alors, il y a des problèmes d'accord, de féminin et de Oui, masculin. oui, Mais oui. on va vous les pardonner, mais c'est ce qui fait votre charme. Voilà, Bon, merci merci. à Merci à tous. tous. Merci Merci. encore et à très bientôt, À où que vous bientôt. soyez. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.